Tiers livre atelier d'écriture, c'est le cycle été 2023. Vous connaissez le principe, chaque dimanche une proposition. On vient de passer la 11 et le mercredi, une proposition en rebond, c'est-à-dire on ne change pas d'univers. Là, on va rester avec Gertrude Stein, autobiographie d'Alice B. Toklas, et on prend, on fore un tunnel, on amplifie, on cherche quelque chose, là, exactement dans le territoire exploré par la proposition principale. Pour ça que je voulais qu'on reste un petit peu dans ce livre, pour moi, majeur. Gertrude Stein est une auteure considérable qui, bon, on ne va pas revenir là-dessus. Je pense que des tas de raisons politiques, sociales, hommes, femmes, etc., l'ont cantonné dans les périphéries, alors que certainement c'est une bousculeuse majeure. C'est pas une question même de l'œuvre, comme à la recherche du temps perdu ajoute et continue ce qu'ont pu faire Balzac ou Flaubert ou Zola ou Dostoïevski. Non, c'est qu'elle, un peu comme Francis Ponge, mais j'allais dire plus massivement, sans rien, aucune allusion, elle élargit le champ du littéraire par les formes de narration. Prologue. Et maintenant, tout de suite, nous, ce qui nous concerne, rappelez-vous comment on a commencé ce cycle. Un prologue, et puis j'avais eu cette espèce de culot, je m'étais senti ultra timide, mais quel lancement ça nous a fait. J'avais juste posé un axiome, et si pour commencer à travailler sur le roman, la fiction, on travaillait sur l'auteur ou l'autrice fictionnel, en train d'écrire, ou qui commence à écrire ce roman que nous, on cherche. Et j'étais parti de Annie Dillard, et donc c'était la proposition 1, tout simplement, avec ce livre où Dillard explore dans chaque chapitre un des, j'allais dire, écosystèmes, on pourrait dire holoé, lieu où lire ou écrire, ces espèces de petites bulles qu'on se crée, où on a des places rituelles pour les livres, les outils, et puis bien sûr l'emploi du temps, les heures, les lumières, le rapport au jour, le rapport aux proches. Et ce qui est formidable dans ce livre d'Annie Dillard, en vivant, en écrivant, c'est qu'elle nous propose, pour chacun de ses livres et chacune des étapes de sa vie, une figure différente de ces cabanes à écrire. Le mot cabane, il est légitime chez elle, et c'est pas un hasard si dans la tradition américaine on a Thoreau, T-H-O-R-E-A-U, mais qu'ils prononcent à leur façon eux et pas la nôtre, et ça non plus, Thoreau, c'est pas loin en amont de Gertrude Stein. Alors, dans quel rapport avec Annie Dillard, on était parti sur les pratiques d'écriture. Dans Alice B. Toklas, autobiographie d'Alice B. Toklas, donc un livre écrit par Gertrude Stein, où elle se retrouve l'objet principal de ce qu'écrit, soi-disant, Alice B. Toklas. Donc, on a un fonctionnement d'ordre parfaitement fictionnel. L'auteur installe, construit un système narratif où une narratrice, par ailleurs un personnage réel, mais celle qui est censée écrire le livre, elle est séparée fictionnellement de Alice B. Toklas, on en a la preuve, j'en ai parlé, c'est elle qui dactylographie à mesure ce qu'écrit Gertrude Stein, sa compagne, et souvent elle rajoute au stylo rouge, quelquefois rageusement, non, c'est pas vrai, erreur. Et Gertrude Stein n'en tient absolument pas compte, tout y est délibéré. Simplement, pour Gertrude Stein, est-ce qu'il s'agit d'une transposition de ce qui serait une autobiographie de Gertrude Stein par Alice B. Toklas interposée? Non. C'est construire un dispositif. Pas la question du jugement, c'est
ce qu'elle nous présente comme forme, un écart, une stratification, une mise à distance, une reconstruction fictionnelle. Et ce qui est reconstruit fictionnellement, c'est comment elle, auteur, est séparée d'elle-même par cette reconstitution d'elle qui lui arrive. Je m'excuse de couper les cheveux en quatre, mais si j'en étais pas intimement persuadé, je me risquerais pas dans quelque chose comme ça. C'est-à-dire cette question de qu'est-ce qu'on met à distance dans l'écriture pour que ce jeu d'extériorité nous permette le travail, c'est-à-dire le surgissement d'écriture, de la possibilité d'être suffisamment à distance pour travailler et retravailler. 3, le fait que le livre ou le travail en question prenne autonomie par rapport à nous-mêmes et se détache de nous. Et Gertrude Stein, donc là on a dans la 11, je vais parler de cette technique narrative là qui est de « Ah, ça, je dois en parler ». Là, qu'est-ce que c'était une soirée rue de Fleurus le samedi soir quand il y avait tous les tableaux, des tableaux qui à l'époque étaient considérés comme totalement provocants. Et avant de parler de la rue Fleurus, j'ai ça à dire, et puis j'ai ça à dire, et puis la cuisinière, et puis par exemple la petite clé Yale là qu'on avait alors que n'importe qui aurait pu venir et choper tous les Picasso, les Cézanne. Et ensuite il y a ce même fonctionnement pour ces grands voyages Paris-Perpignan, Paris-Nice, Paris vers la Marne, Verdun, etc. Les traversées de l'Auvergne en plein hiver avec ce camion Ford rempli de médicaments, de nourriture, de linge et tout. Et avant que je parle donc c'est un principe narratif qui est vraiment défini comme tel dans le livre, qui revient. Et il y a une deuxième figure qui est là. Alors c'est le chapitre 4, et le chapitre 4 s'intitule « Gertrude Stein avant qu'elle n'arrive à Paris ». Et bien sûr, c'est Gertrude Stein qui écrit Gertrude Stein avant qu'elle n'arrive à Paris. C'est-à-dire que dans l'autobiographie d'Alice B. Toklas, voilà Gertrude Stein qui raconte qui écrit ce qui est de la vie de son personnage avant Paris. Je continue de couper un peu les cheveux en quatre, mais Alice B. Toklas n'en est pas le témoin. Elle n'a que les éléments qu'a bien voulu lui donner de ça Gertrude Stein, ou qu'elle a su par son frère et d'autres gens. Et ce chapitre-là, donc Alice Toklas n'y est pas présente, donc c'est une espèce de retour amont dans comment Gertrude Stein est venue à l'écriture. Et c'est pas simple. Vous savez qu'elle a fait, par exemple, des études de médecine, et dans ces études de médecine, ça concernait justement le cerveau. Ça, elle le raconte, ses expériences, y compris d'écriture automatique sous contrôle, dans des tests psychologiques. Et bon, ce qui n'est pas du tout précisé là, qu'on trouve par contre dans les biographies comme celle de Patrick Bianchon, c'est la révélation des Boston de ses pratiques homosexuelles, ou son homosexualité tout simplement, qui ont fait que c'était pour elle totalement aussi invivable, et qui a eu ce départ en Europe. Là, justement, Gertrude Stein décide que ça ne fera pas partie de l'autobiographie d'Alice B. Toklas. Contrairement, après la mort de Stein, Alice Toklas écrira sous son propre nom, et elle produira un livre qui s'appelle « Ma vie avec Gertrude Stein ». Elle publiera aussi ses recettes de cuisine. Allez, on revient à ce chapitre. En quoi il est intéressant ? Eh bien, ce que je prétends, c'est qu'il y a eu ce succès majeur de ce livre. La première fois que Gertrude Stein est publié, disons, commercialement, déjà un peu sur le tard, et que ce qui fait le succès de ce livre, eh bien, c'est que ça parle de personnages qui étaient à l'époque, là, totalement inconnus, des crèves la dalle, Juan Gris, Picasso, Matisse, etc., et Apollinaire, et que ces gens-là sont devenus maintenant les héros, les idoles rétrospectives, mais sur le fond de la guerre 14, de la reconstruction d'après-guerre. Et c'est comme ça que ce livre est toujours présenté, considéré. En même temps, le travail littéraire de Gertrude Stein, toutes ces années,
il y a ce grand livre qui s'appelle The Making of Americans, qui n'est toujours pas traduit intégralement en français, qui est un livre monstre. Et ensuite, pendant plusieurs années, donc les années qu'elle consacre, les années qu'elle raconte dans ce livre, ce qu'elle fait, c'est du portrait. On vous dit, ah, Gertrude Stein, poésie, tu parles. Non, c'est du portrait en prose, de l'exercice formel de construction de portrait en prose. Et merci à Martin Richer, là, dans cette retraduction du Elizabeth Toklas. Là, dans la partie des notes et des annexes, il nous donne des tas d'extraits, il nous fait respirer, toucher ce qu'était ce travail-là de portrait, qui est un travail formellement esthétique majeur. J'ai avancé? J'ai pas avancé? Oui, j'ai avancé. Je dis que dans ce retour-là, de cette section des chapitres 4 et 5, chapitres 4 et 5, ensuite 6, ce sera la guerre. Là, on est dans Gertrude Stein, accédant à elle-même, accédant à l'écriture, avant qu'à Paris, l'écriture devienne décision, devienne volonté artistique, avec Making of Americans, et puis sa fréquentation en particulier de Picasso, qui est comme son alter ego, en tout cas une relation infiniment proche et qui reste parfaitement merveilleuse ici, même si Alice B. Toklas travaille aussi beaucoup, enfin, autobiographie d'Alice B. Toklas travaille aussi beaucoup sur ces personnages féminins, comme Fernande, la compagne de Picasso à l'époque, un personnage éminemment complexe. Pas de digression. Dans cette fabrication de l'écrivain, avant de dire Gertrude Stein écrit portrait de Picasso, de Matisse, de Van der Rechten, de Isadora Duncan, She's Dancing, etc., etc. Cette vie-là, l'écriture, on peut le savoir obscurément qu'elle est principale. Simplement, ce qui est principal, c'est la lecture, c'est les livres. Alors tout ça pour en arriver là, ouais, parce qu'il y a deux passages. Un, dans cette édition qui est page 90-91, et un autre qui revient un tout petit peu plus tard, page 100, tout simplement, 10 pages plus loin, où on a deux longs passages des pratiques de lecture de Gertrude Stein, c'est-à-dire le portrait de l'auteur en tant que lecteur. Alors là, vous me voyez venir, et on l'a déjà fait de toute façon, dans différents prologues, au cours de nos cycles, ou tout simplement parce que c'est une question qu'on peut jamais, au grand jamais, évacuer. Retrouver par l'écriture notre vie de lecteur. Savoir que pour écrire et être libre dans l'écriture, on a à reconstruire ce parcours de lecteur. Alors, pensez à Marcel Proust dans La recherche du temps perdu, ce qu'il y a par exemple sur ses souvenirs de lecture du Fadette de George Sand, et de Dostoïevski et d'autres, mais ou de Bergotte, équivalent un petit peu vaguement à Anatole France, c'est-à-dire on vient creuser dans sa vie de lecteur, on fabrique son autoportrait en tant que lecteur, parce que là est le creuset de soi, auteur, ce qui deviendra plus tard le en lisant, en vivant, en écrivant, de Anne Dillon, et on est soi-même écrivant dans le mystère de tout ce qui nous a fabriqué et tout ce dont on porte comme livre. Alors, évidemment, si c'était pour en arriver à ça, on n'a pas attendu Gertrude Stein pour travailler, nous, en permanence sur quel a été, depuis le tout début, notre itinéraire de lecteur. De quoi on se souvient des livres d'enfance? De quoi on se souvient des grandes foudres d'adolescence? De
de quoi on se souvient, de quand a commencé la construction de soi lisant, alors qu'on avait décidé que maintenant, c'était un chemin où l'écriture était principale. Tout ça pour en arriver là? Ouais. Retour à Gertrude Stein, écrivant Autobiographie d'Alice B. Toklas. La Gertrude Stein dont il est question dans ces deux grands paragraphes est un personnage de fiction. Et si c'est Gertrude Stein effectivement qui l'écrit, elle construit une Alice B. Toklas fictive qui, elle, avec sa perception extérieure de Gertrude Stein, reconstruit une Gertrude Stein dans son accès et sa vie de lectrice, mais avec cette double distorsion, ou ce jeu-là de double strate. Gertrude Stein est confrontée à son propre portrait de liseuse, de personnage lisant, en tant que personnage, en tant que hors d'elle-même. C'est des témoignages qui viennent avec deux strates de relations. Un tel m'a dit qu'elle avait dit que... Et là, tout d'un coup, moi, je me suis dit, ça, finalement, on ne va pas le louper. Alors maintenant, je vais vous parler des deux paragraphes. Et la question, la proposition, la consigne pour cette 11 bis, elle est là. Il ne s'agit pas de travailler sur autoportrait de soi-même en lecteur. Il ne s'agit pas de faire sa propre archéologie ou anthropologie de lecture. Non. Mais ce portrait de lecteur, quand il est dans la recherche du temps perdu, c'est lié à Marcel Proust ou c'est lié au narrateur? Et là, vous voyez qu'on est sur des chemins totalement parallèles. Ce qu'on va travailler, c'est là, dans ce que vous avez écrit, puisqu'on en est à plus de 20 textes, là, pour chacune et chacun dans ce cycle. Le personnage, ou un personnage, le personnage central ou le personnage secondaire, un personnage qui a un rôle intermédiaire ou le personnage qui est le lieu même du creusement du travail. C'est de ce personnage fictionnel qu'on va travailler l'autoportrait en tant que lecteur, ou de constituer pour tel personnage, parce que, c'est-à-dire, le portrait de lecteur d'un autre, et là, ça devient... Pour moi, c'est là où tout d'un coup, ça s'est mis à vibrer aussi à plein de facettes. Si je prends ma famille, côté paternel, côté maternel, et que j'essaye de voir chacun de mes ascendants, de mes proches, ça peut marcher peut-être même aussi pour mes frangins, mais vous voyez, là, je ne suis pas dans la fiction. C'est dire, moi, ma construction en tant que lecteur, je la connais. Quelle a été la leur? Et là, tout d'un coup, la construction du soi lecteur, si on la pose comme fiction et comme travail de fiction, elle devient un des rouages autonomes de votre récit. Et là, je suis ultra curieux. C'est pas aller déballer votre vie et l'archéologie ou l'anthropologie de votre moi lecteur. C'est construire des personnages de lecteurs. Et là, dans votre bibliothèque, je suis sûr qu'il y en a plein, plein et plein. Prenez le écrivain au pluriel de Volodine. Chacun de ces personnages est défini dans une biographie avec son itinéraire de lecture. Et on est dans de la fiction. Alors maintenant, ces deux paragraphes, évidemment, je vous les ai photocopiés, ajoutés dans les extraits. C'est à ce moment-là que commença sa vie parmi les livres. Vous avez qu'à la recopier, la phrase. Vous faites un copier-coller, là, je vous la mets dans la consigne écrite. C'est à ce moment-là que commença sa vie parmi les livres. Point. Et au lieu que ce soit Gertrude Stein, c'est votre personnage, à vous,
le ou la personnage que vous avez choisi, central ou pas central, proche de vous ou pas du tout proche de vous. Par contre, après, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui est fascinant dans ce passage et que ne pouvait pas savoir, en tout cas, Alice B. Toklas. Elle lisait tout ce qui lui arrivait d'imprimer et il lui arrivait beaucoup de choses. À la maison, il y avait quelques romans disparates, quelques livres de voyage, les livres de collection qui avaient été offerts à sa mère, Wordsworth Scott et autres poètes, le voyage du pèlerin de Bunyan, un volume de Shakespeare annoté, Burns, les archives du Congrès, quelques encyclopédies, etc. Comment Alice B. Toklas aurait pu le savoir? Vous le savez pour ce qui était votre propre trajet, les livres qu'il y avait à la maison. Je ne vais pas vous embêter, moi, à vous donner l'exemple de cette propre archéologie que je pourrais tisser pour moi. Mais quand Gertrude Stein le pose comme construction d'une extériorité d'elle-même, à la maison, il y avait, allez-y pour votre personnage, pour continuer votre fiction. Elle les lisait tous et fréquemment. Ses frères et elle commencèrent à acquérir d'autres livres. Il y avait aussi la bibliothèque publique locale, plus tard à San Francisco. Il y a aussi les bibliothèques mécaniques. Alors là, lui, il a gardé la forme anglaise, Mercantile et Mechanics, alors que c'est les bibliothèques ouvrières, les bibliothèques populaires, je vais interpréter ça comme ça. Et leurs excellentes collections d'auteurs du XVIIIe, du XIXe siècle, de sa 8e année, lorsqu'elle absorba Shakespeare, à sa 15e année, lorsqu'elle lut Clarice Harlowe, Fielding, Smollett, etc., et s'inquiéta de ce qu'en quelques années, elle put déjà avoir tout lu et qu'il ne lui resta plus rien à lire de non lu. Elle vécut continuellement avec la langue anglaise. Allez lire cette page-là que je vous mets en copie. L'autre est intéressant aussi parce que avec son frère, c'est une période où ils vivent à Londres, une période transitoire. Ils s'installèrent dans leur logement de Londres et n'y furent pas mal à l'aise. Ils y connaissaient un certain nombre de gens, etc., etc. Elle se mit à passer ses journées au British Museum pour lire les Élisabéthains. Elle retrouva son amour de jeunesse de Shakespeare, des Élisabéthains. Vous voyez, de 8 ans à 18, eh bien, précisément, on reprend le chemin par lequel on a passé. On reprend Shakespeare, mais si on le reprend au British Museum, c'est pas exactement la même. Fut absorbée par la prose élisabéthaine, particulièrement par la prose de Greene. Elle avait de petits carnets pleins de passages qui lui plaisaient, et là on passe à l'écriture. On est déjà en dehors de ma propre consigne. Le reste du temps, elle se promenait dans les rues de Londres, les trouvait infiniment déprimantes et lugubres. Elle n'a jamais vraiment surmonté ce souvenir de Londres et tenait à ne plus jamais y retourner. Mais en 1912, elle alla y voir John Lane et y vivre alors une vie très plaisante, de rendre visite à des gens et devint très attachée à Londres. Elle a toujours dit que cette première visite lui a fait de Londres le Londres de Dickens et que Dickens lui a toujours fait peur. Comme elle dit, tout peut lui faire peur et Londres, quand c'était le Londres de Dickens, lui faisait certainement peur. Je voulais arriver à cette phrase parce que là, on a cette espèce de mâchement à répétition et occurrence qui signe la prose de Dickens, c'est que cette belle traduction là, de Martin Richer maintenant classe comme définitif. Ma consigne, vous l'avez, c'est page 90. C'est à ce moment-là que commença sa vie parmi les livres. Et ouais, mais c'est pas la vôtre que je vous demande, c'est celle d'un ou d'une de vos personnages. Et c'est parti. Et merci Gertrude Stein.